Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle édition. Jeudi 19 octobre, voici les titres de l'actualité. Au Togo, des heurts ont éclaté encore ce jeudi à Lomé entre jeunes opposants et forces de l'ordre avant une manifestation de l'opposition interdite par le gouvernement. Bilan 5 blessés par balle, alors que la veille déjà au moins 4 personnes avaient été tuées, dont un mort à Lomé et 3 à Sokodé. L'incertitude règne au Kenya, plongé dans une crise politique inédite. La commission électorale IEBC a reconnu mercredi qu'il serait difficile de garantir un scrutin libre et crédible le 26 octobre prochain. D'après elle, il faut un environnement propice. L'IEBC qui a appelé les candidats à une réunion de sortie de crise. Horst Köhler, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, poursuivait ce jeudi sa visite au camp de réfugiés sahraouis en Algérie. Il a rencontré le président sahraoui Ibrahim Rali, secrétaire général du Front Polisario. Horst Köhler qui est déterminé à résoudre le conflit du Sahara occidental. La capitale togolaise Lomé tournait au ralenti ce jeudi. Les commerces sont fermés, les rues désertes. La population s'est terrée chez elle alors que l'opposition a maintenu son appel à une mobilisation contre le régime malgré l'interdiction du gouvernement de manifester les jours de semaine. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté ce jeudi, faisant 5 blessés par balle, alors que la veille, une marche de l'opposition avait dégénéré, faisant 4 morts à Lomé et Sokodé. Moïse Moukoro. Des jets de pierre du côté des manifestants et des tirs dans les camps des policiers. Des images qui semblent attester du début d'une nouvelle étape dans la bataille qui oppose les manifestants au pouvoir togolais. Ce jeudi, au moins 5 personnes ont été blessées par balle. Une journée de tension semblable à celle d'hier où 4 personnes avaient été tuées. On doit partir. On doit partir. C'est pas pour le pays. C'est pas un pays familial. Nous ne sommes pas dans un royaume. La ville de Sokodé et la capitale Lomé sont l'épicentre des tensions. Aujourd'hui, dans les deux villes, plusieurs rues étaient désertes. Les habitants craignent d'être pris dans les pièges des affrontements. Hier, aux alentours de minuit, quand on dormait, on entendait les coups de feu, les lancements de gaz lacrymogènes. Et brusquement, les soldats sont rentrés chez nous à la maison juste pour nous tabasser. Ils ont eu à brûler nos vêtements, nos chambres et consorts. Regardez ma main, c'est vraiment déplorable. Vous voyez, on nous torture pour un gros zéro. En 2 mois de manifestations, le bilan des violences s'élève à une douzaine de morts et des dizaines de blessés. Sur le plan politique, aucun accord entre l'opposition et le pouvoir ne pointe encore à l'horizon. Selon une source proche de la présidence togolaise, le chef de l'État béninois Patrice Talon s'est rendu discrètement à Lomé mercredi soir. Objectif, échanger de la situation avec Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé qui jusqu'ici ne s'est pas exprimé publiquement sur la crise sans précédent qui secoue son régime. C'est toujours le flou au Kenya avant la nouvelle présidentielle prévue en principe le 26 octobre prochain. La commission électorale kenyane IEBC a perdu en légitimité. Elle a mis en doute mercredi la possibilité d'organiser un scrutin présidentiel crédible jeudi prochain. L'IEBC a annoncé que la réunion avec les 7 candidats était repoussée sine die. Julien Taillefer. J'ai tenté à plusieurs reprises d'apporter des changements essentiels, mais toutes mes motions ont été rejetées par la majorité des commissaires. Sans ces changements cruciaux dans les personnels clés du secrétariat, des élections libres, justes et crédibles seront certainement compromises. J'invite donc le personnel qui a été mis en cause à se retirer pour permettre à l'équipe de fonctionner. Le ciel continue donc de s'assombrir au-dessus de l'élection présidentielle du 26 octobre. Quelques heures après la démission d'un des 7 commissaires de la commission, son président s'est livré à une critique virulente des dirigeants politiques kényans de tous bords. En tant qu'arbitre, je tiens à avertir sévèrement les concurrents qu'ils doivent cesser toute tentative d'interférer dans le processus électoral. Sinon, il y aura des conséquences, car j'ai décidé de défendre la Constitution et la volonté du peuple kényan, quelles que soient les menaces, les intimidations et les pressions. La position de l'opposant historique Raila Odinga se trouve bien sûr confortée par ces déclarations. Il menace depuis plusieurs semaines de boycotter l'élection et ses demandes de renouvellement de la commission électorale vont dans le même sens.
Si des consultations et des réformes appropriées sont menées, si les craintes qui nous ont poussés hors de cette compétition sont prises en compte, nous reconsidérerons notre décision. L'opposition a mené une série de manifestations pour obtenir une réforme de la commission. Elle les a suspendues mardi après la mort de 3 jeunes hommes tués par balle. Mais ce mercredi encore, à Kisumu, les installations de la commission électorale en vue de l'élection de la semaine prochaine ont été détruites par la foule. La Somalie rend hommage aux victimes. Ils étaient des milliers mercredi, tous unis contre le terrorisme, à manifester leur indignation et leur tristesse dans les rues, puis dans les gradins du stade Konis de Mogadiscio. La classe politique était aussi au rendez-vous. Le président Mohamed Abdullahi Farmajo, son premier ministre, tous ont exprimé leur solidarité à l'égard des victimes. Le président somalien qui a promis d'intensifier la lutte contre les Chebabs. Écoutons la réaction d'un habitant de Mogadiscio. Nous n'oublierons jamais, nos cœurs n'oublieront jamais la mère somalienne qui a perdu ses enfants dans l'explosion, le père somalien qui a perdu ses enfants. Nous disons aux Chebabs que nous sommes désormais tous des soldats. Nous n'accepterons plus qu'un garçon somalien soit tué et qu'une fille somalienne soit tuée. Nous défendrons notre drapeau. L'armée de l'air nigériane déploie des avions de combat dans l'état du plateau central. En début de semaine, au moins 29 personnes qui s'étaient réfugiées dans une école primaire avaient été tuées dans cette région. L'établissement avait été pris d'assaut par des hommes armés. Alors cette attaque était apparemment une réponse au meurtre antérieur de 6 éleveurs de bétail. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a réagi et décrit ces derniers affrontements dans l'état du plateau central comme de la folie et a promis d'arrêter ces violences. Dans l'actualité de ce jeudi, cette vidéo de propagande diffusée début octobre par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jihad Agrali. On y voit 11 militaires maliens qui ont été enlevés dans différentes attaques entre juillet 2016 et mars 2017. Ces militaires maliens demandent au président malien Ibrahim Boubacar Keïta de tout faire pour obtenir leur libération. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, doit se rendre en Centrafrique le 24 octobre prochain. Il a choisi cette date symbolique qui marque la journée des Nations Unies dans le monde pour attirer toute l'attention médiatique sur ce conflit. Une crise dramatique mais oubliée selon lui. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, la situation reste très préoccupante. Ma visite vise à attirer l'attention sur une situation fragile, souvent loin des projecteurs médiatiques. Partout dans le pays, les tensions communautaires augmentent, la violence se répand et la situation humanitaire se détériore. Mais cela n'a rien à voir avec le fait qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité de nos troupes en République centrafricaine pour protéger les civils. Je suis donc convaincu que tous les membres du Conseil de sécurité, y compris les États-Unis d'Amérique, auront une très bonne compréhension de cette question. Le reste de l'actualité du continent, c'est l'Afrique en bref. 3 images à la une. À Madagascar, la peste continue de faire des victimes et le bilan s'alourdit de jour en jour. Depuis plus de 2 mois, 878 cas de peste ont été enregistrés et 80 personnes sont mortes de cette maladie sur l'ensemble de la Grande Île, selon les derniers chiffres transmis par le ministère malgache de la Santé publique mercredi. Le Niger s'apprête à extrader le rebelle tchadien Mahamat Hassan Boulmaye, secrétaire général du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, un mouvement rebelle qui s'oppose au régime tchadien d'Idriss Déby. Mahamat Hassan Boulmaye avait été arrêté avec d'autres rebelles près d'Agadez, au nord du Niger. Ils seront livrés au Tchad dans les jours à venir. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins un soldat a été tué et plusieurs blessés dans l'attaque contre un convoi de l'armée congolaise mercredi sur la route qui relie la localité de Mbaou à Kamango. Les rebelles de l'ADF sont soupçonnés d'être à l'origine de cette attaque.
Les choses sérieuses commencent pour Horst Köhler. Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental a entamé depuis lundi une tournée dans la région, une visite qui marque l'ouverture d'une nouvelle étape dans ce dossier. Il s'est rendu mercredi dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie et s'est entretenu avec les différents responsables indépendantistes du Front Polisario. Christian Mambou. C'est sa première visite dans la région depuis sa nomination en août dernier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sa feuille de route est claire, impulser une nouvelle dynamique à des négociations dans l'impasse depuis des décennies. La question du Sahara occidental divise toujours Rabat et les indépendantistes du Front Polisario. Ces derniers réclament la tenue d'un référendum d'autodétermination tandis que les autorités marocaines proposent depuis 2007 une autonomie sous la souveraineté du Maroc. Entre les deux positions, Horst Köhler va devoir faire preuve de diplomatie pour ne pas être accusé de partialité, comme ce fut le cas pour son prédécesseur. Dans l'immédiat, le nouvel émissaire de l'ONU est en phase d'observation et de prise de contact. Je suis venu ici à cette visite essentiellement pour écouter, car je veux mieux comprendre comment vous voyez vous-même la situation et quelles sont vos idées pour sortir de cette crise. Au camp de Raboni, Horst Köhler s'est entretenu à huis clos avec des responsables du Front Polisario. Ils espèrent que tout sera fait par les Nations Unies pour que soit appliqué cette fois le processus d'autodétermination. On s'attend à ce que cette visite serve à mettre toute la pression sur le secrétariat général des Nations Unies, surtout sur le Conseil de sécurité, pour qu'il y ait une date précise proclamée pour la célébration du référendum. Mardi, lors de son discret séjour au Maroc, Horst Köhler a rencontré le roi Mohamed VI. Rien n'a filtré de leurs entretiens. Vendredi, l'émissaire de l'ONU se rendra à Alger et Nouakchott. L'Algérie et la Mauritanie, deux autres acteurs de l'épineux dossier du Sahara occidental qui empoisonnent les relations entre pays du Maghreb. Et pour finir, l'actualité internationale, c'est le monde en bref. Au moins 50 soldats ont trouvé la mort ce jeudi dans l'attaque de leur base dans la province de Kandahar, au sud de l'Afghanistan. Le site a été complètement soufflé. Selon le ministère afghan de la Défense, une dizaine de blessés et 6 soldats portés disparus. 10 assaillants ont été tués. Il s'agit de la 3e attaque de ce type, au moins en 48 heures contre des forces gouvernementales. Les talibans ont revendiqué l'opération. L'incertitude règne en Espagne. Le gouvernement espagnol a annoncé ce jeudi qu'il se réunira samedi prochain pour lancer la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne. Le dirigeant séparatiste avait jusqu'à 10 h ce jeudi pour affirmer clairement sa position sur l'indépendance de la Catalogne, mais il a décidé de renvoyer une nouvelle fois la balle au gouvernement espagnol. Et puis les dirigeants européens se sont retrouvés ce jeudi pour un sommet sur le Brexit à Bruxelles. La première ministre britannique, Theresa May, s'est engagée à être conciliante avec les Européens qui vivent au Royaume-Uni après le Brexit. Les 27 ont pointé une nouvelle fois les progrès insuffisants pour commencer la deuxième phase des négociations de la séparation. Mais ils ont prévu de faire un geste lors de ce sommet en acceptant de lancer des préparations internes, des tractations. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal à 19 h en direct sur Télé Sud. Passez une excellente soirée en notre compagnie.